Monsieur le représentant des partis politiques, Mesdames et Messieurs les délégués des associations de confessions religieuses et de coordination régionale, militants de l'FDG, chers compatriotes. Je voudrais d'abord remercier les compatriotes membres de l'FDG qui nous ont fait l'honneur d'être ici présents et qui sont membres d'associations sans être nécessairement de l'FDG. Avant de commencer mon discours, je vais vous demander de vous lever tous pour que nous observions une minute de silence pour le repos de l'âme de ceux qu'on a perdu depuis que j'ai quitté ici, aussi bien du côté de la Guinée que du côté du Canada. Une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais tout de suite dire, je suis envahi par une immense joie de constater que vous êtes massivement mobilisés pour venir ici, pour certains depuis 16 heures. Il faudra leur présenter nos excuses parce qu'ils ont attendu. Mais cette patience aussi, c'est une illustration du respect de la considération qu'ils ont pour l'FDG et son président. Je tiens à leur dire merci pour leur patience. Je voudrais vous remercier tous parce que vous avez abandonné, certains ont pris des permissions, d'autres ont abandonné le repos pour être là, prendre part à cette rencontre du président de l'FDG avec les ressortissants guinéens du Canada, de façon générale, et surtout les militants et sympathisants du parti. Je dois avouer que je devais être là plus tôt, comme vous le savez, je n'ai pas pu avoir mon visa à temps auprès de l'ambassade du Canada, du consulat du Canada à Dakar, si bien que je suis venu faire la tournée aux États-Unis et retourner en Europe. Mais je dois dire que j'ai été impressionné par l'insistance de votre secrétaire fédéral et de tous vos responsables pour que j'effectue cette mission et que répondre à l'invitation que vous aviez déjà bien voulu m'adresser. Alors, naturellement, Peter ne m'a pas laissé de repos. Et j'ai pu obtenir dès mon retour le visa. Et finalement, compte tenu du respect que je voue à la Fédération et aux militants du FDG du Canada, je me suis décidé donc à venir maintenant répondre à votre invitation. Il faut rendre hommage aux premiers militants qui sont engagés pour implanter le parti ici, M. Abdoulaye Baldé et Aruna Diallo. Ils ne sont pas là, mais qui ont quand même joué un rôle important et pour que les autres puissent assurer la continuation. Je sais que vous avez beaucoup d'interrogations en tant que militant du pays. D'abord sur l'avenir de notre pays et sur le rôle et la place de notre parti. Je voudrais d'abord vous assurer, et vous le savez, l'argument l'a suffisamment mis en évidence, l'FDG reste la première force de ce pays. Un parti qui peut gagner demain les élections, même sans campagne, dès le premier tour. C'est grâce à la confiance des militants qui ont fait preuve d'une constance extraordinaire parce qu'ils ont confiance. Pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, nous sommes en train de nous battre. Les militants de l'FDG étaient les plus présents au stade du 28 septembre 2020. Peut-être 80-90% des victimes viennent de là. Nous avons continué la lutte. Alors certains pensent que c'est pour le pouvoir. Non. C'est parce que nous aimons ce pays. Nous voulions que la Guinée soit un pays normal où les citoyens vivent dans la tolérance, la confiance et même la fraternité, parce que personne d'entre nous n'a choisi pour que nous chassions de ce pays la haine et la méfiance. Et
bien entendu, la violence. Nous connaissons le coût de la violence parce que nous l'avons subi. Nous ne voulons ça pour aucun Guinée. Nous voulons que notre pays soit en paix. La paix, c'est la paix d'abord du cœur. Nous avons dit que nous ne serons pas au service d'un groupe particulier dans l'exercice de la haute fonction présidentielle. Une fois que, grâce à votre lutte, nous serons investis, nous serons au service de la République, de tous les Guinéens. Nous ne serons pas au service d'intérêts particuliers. La campagne pour nous décrédibiliser, c'est toujours dit bon être au service de la République. Nous voulons unir et servir la Guinée, toute la Guinée. Nous sommes fiers d'être Guinéens. Nous sommes fiers de cette Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle que nous devons préserver, mais en faire un atout, et non un handicap pour l'unité de la nation et le développement. C'est possible. Tout dépend de nous. Nous sommes capables, parce que nous aimons ce pays, de faire le sacrifice nécessaire. Changer la Guinée par l'exemplarité. Nous montrer au-dessus de la main des services de tous les citoyens, toutes les catégories professionnelles. Mettre fin aux discriminations que nous avons subies et que beaucoup de Guinéens subissent. Pour garantir l'égalité de droits et de chances à tous les citoyens. Exploiter les immenses richesses que la Providence a données à la Guinée pour la prospérité et la dignité de tous les enfants. C'est possible, ce n'est pas une fatalité, c'est une mettre en place un système éducatif performant pour que les jeunes de Guinée puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Le marché mondial, le marché du travail est devenu un marché mondial. Le seul facteur discriminant acceptable, c'est le mérite. Parce que avec la médiocrité, c'est le pays qui est là. Mais il faut qu'on soit compétitif dès le départ. Un enseignement de base de qualité, un enseignement professionnel de qualité. Pour que les jeunes Guinéens, en Guinée ou ailleurs, dans l'espace de la CEDEAO, de l'Union africaine, en Asie, en Amérique, partout, lorsqu'ils viennent, ils n'éprouvent aucun complexe parce qu'ils ont reçu une bonne éducation de base. S'ils veulent continuer, qu'ils le fassent. S'ils veulent chercher du travail, les gens de leur niveau, ils peuvent les affronter sur ce marché de travail. Heureusement, vous connaissez les handicaps de notre système éducatif. Le péché, en fait, ça fait le Merci. Alors, vous vous interrogez, j'ai dit, est-ce que l'IFDG va toujours être dans l'opposition? Mais nous sommes opposés à personne. Nous sommes opposés aux mauvaises pratiques et nous sommes restés constants à défendre les valeurs de démocratie, de justice, de paix. C'est dans la défense de la paix que nous avons accepté en 2010 pour la Guinée des résultats faux qui ont été proclamés. Je ne vais pas la rappeler, c'était du jamais vu dans l'histoire, c'était inexplicable qu'on ait 44% après l'annulation de Ratoma et que le deuxième à 18%. Et qu'à l'issue du deuxième tour, malgré le soutien du faiseur de roi, qui avait 16%, on nous dit qu'on a fait plus de production. Ce n'était pas possible. Mais compte tenu des tensions de nature ethnique créées spécifiquement pour faire la campagne contre le FDG, refuser et engager les jeunes dans la rue risquait de conduire à des violences qui auraient pu déboucher sur l'agressivité. Nous sommes conscients. Nous avons accepté. Alors, en acceptant, on aurait pu coopérer avec le nouveau régime pour développer la Guinée, se compléter. Nous avions la légitimité. Le pouvoir en place ne l'avait pas. Nous avions l'expérience. On l'a prouvé. Il n'avait pas suffisamment dans la gestion concrète
l'expérience de l'administration, la maîtrise des questions de développement. Ça n'a pas été ça. Nous nous sommes battus. Nous ne sommes pas opposés ni à Alpha Condé, ni à son gouvernement. Nous nous sommes opposés à mauvaise pratique, à la violation récurrente de la loi et des droits humains. Nous avons marché pour exiger l'organisation à bonne date des élections. Parce que nous disions l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président. C'est le domaine de la loi. Les échéances sont connues. Les élus, on sait que les mandats finissent à quelle date. On doit préparer les élections pour ça. On a refusé. C'est une violation parfois de la Constitution et des droits de la République. Nous avons protesté, demandé de marcher pour exiger l'organisation des élections. On n'a pas eu. Les manifestations ont été réprimées dans le sang. Une impunité totale a été garantie aux criminels. Ce n'est pas juste le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Nous ne sommes pas opposés aux réfugiés. Au Alpha, nous étions opposés à de mauvaises pratiques qui violent les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie. Et nous sommes restés constants. Nous n'avons pas changé. Il y a eu des va-et-vient. Certains sont allés se revenir à l'opposition, ainsi de suite. Parce qu'il y a un sport très développé en Guinée, c'est la transhumance politique et la recherche des faveurs de ceux qui gouvernent. Il y a beaucoup de politiciens qui savent faire que ça. Les politiciens ne peuvent pas faire ça. Votre confiance est précieuse pour nous. Nous défendons des valeurs. J'ai dit encore une fois, on ne dépend pas des intérêts particuliers. Ce n'est pas pour être au gouvernement, ce n'est pas pour être député. Nous voulons avoir le pouvoir exécutif pour changer la Guinée, mettre en œuvre des politiques publiques capables de garantir la sécurité des enfants, des fils du pays et de promouvoir le développement de tout le monde. Et unir la Guinée, le protocole de diffusion. Unique. 15 millions d'habitants sur un trésor énorme, immense. Je me souviens, j'étais à Paraná en 98. Giscard devait venir. J'étais recruté comme jeune, j'ai 25 ans, 26 ans. L'équipe de journalistes arrive. Un jeune journaliste du nom de Jean-Pierre Langelier, qui était l'envoyé du Monde. Il a fait une série d'articles et a écrit La Guinée, un pays de paradoxes. Chaque fois que je repliais ça, il a fait des articles, y compris la nature du président. Il a dit c'est un paradoxe. Il est chaleureux, gentil et tout. Ensuite, l'immensité des ressources naturelles, les quantités d'eau qui tombent, les cours d'eau qui existent. La misère. C'est par rapport à pour rompre ce paradoxe que je me suis décidé d'aller en politique après avoir acquis une expérience et d'avoir maîtrisé dans une certaine mesure les questions de développement. Le paradoxe est là jusqu'à présent. Le pays est riche, les gens sont pauvres. Les gens sont réputés intelligents, croyants, sont développés une haine, une stigmatisation ethnique extraordinaire. C'est pas normal. C'est révoltant. C'est de l'injustice. Donc, vous vous posez la question si nous, on aurait pu être dans l'opposition. On n'a jamais été dans l'opposition. Mais on a combattu avec constance et fermeté les pratiques contraires aux règles et aux principes de l'état de droit et de la démocratie. Nous avons combattu les injustices et on n'a pas changé. Les gens sont venus, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont repartis. Les FDG, nous sommes restés comme ça. On a souffert, on a consenti beaucoup de sacrifices. Des gens ont donné leur vie. Alors, poser la question, on n'est pas opposé à personne. Aujourd'hui, avec le RPG, on se trouve dans une alliance de fait.
Parce que notre mission, ne l'oubliez pas, c'est d'unir et servir la vie. Le RPG est une réalité. Si vous voulez la véritable réconciliation de tous les Guinéens, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Et comme nous, notre vocation, notre mission, notre ambition, c'est de rassembler et réconcilier tous les disciplines, il faut qu'on prenne de la hauteur. Aujourd'hui, on parle avec les gens du RP, on organise des manifestations, puisque les mauvaises pratiques, comme le reprochait, ils ne sont plus en train de le connaître. Et il faut penser à demain, parce que l'unité de la Guinée est indispensable pour son faire du développement. Si vous arrivez au pouvoir, vous mettez à régler des comptes, vous allez passer tout votre temps à protéger votre pouvoir et vous n'allez pas faire du développement. Et en protégeant votre pouvoir, vous allez violer les règles qui vous sont les plus chères, les valeurs qui vous sont plus chères. Donc, il faut préparer la réconciliation parce que nous allons arriver au pouvoir. Et parler avec tout le monde. Parler avec tout le monde. Tous les Guinéens sont nos frères. Tous ceux qui nous ont commis du tort. On va trouver le moyen de sortir de ça. Donc, vous posez beaucoup s'interrogent, ils sont perplexes quand on voit l'URTG travailler avec l'URTG, avec le RPG, organiser des manifestations. Non, c'est dans notre mission noble de réconcilier demain les Guinéens. Tous les Guinéens sont nos frères. Même ceux qui nous ont commis du tort. Parce qu'on ne peut pas diviser la Guinée. Il faut qu'elle soit demain unie autour des valeurs essentielles. Mais le leadership est capable de discipliner tout le monde, de faire respecter les règles et les principes de l'état de droit. Parce que pour la paix, il ne suffit pas de rappeler les avantages et les vertus de la paix pour l'avoir. Il faut éviter l'injustice. C'est l'injustice qui est source de conflit. Ce qui appartient à tout le monde, il faut le gérer judicieusement, dans l'intérêt de tout le monde. Si vous ne faites pas ça, c'est une source de conflit. Si on veut la paix, on évite les conflits. Alors il y a beaucoup de gens, non, au nom de la paix, acceptez ça. Ce n'est pas au nom de la paix, ce n'est pas ce qui construit la paix. Les vertus et les avantages du paix, ou en exhortant les gens à accepter l'injustice pour la paix. Ce n'est pas une paix. Il faut que tous nous travaillons pour instaurer la discipline qui conduit au respect du droit des autres. Si vous ne respectez pas les droits des autres, vous parlez de paix, l'absence de guerre n'est pas la paix. Nous avons une philosophie, nous avons une vision. Je dis unir et servir la Guinée, unir autour des valeurs essentielles. Mais le leadership doit être exemplaire. Les Guinéens, lorsqu'ils constatent que ce que vous dites et ce que vous faites, c'est cohérent. Lorsqu'ils constatent que vous n'êtes pas là au service d'un groupe particulier, le vôtre, votre parti, votre ethnie, je vous assure, ils vont suivre. Et ils vont vous respecter. Et l'URTG, nous sommes respectés. Si nous sommes capables de gagner les élections au premier tour, c'est parce que les gens ont confiance. Et cette confiance est renforcée. C'est vrai que les exactions et les injustices qu'on a subies nous ont attiré même la sympathie de beaucoup de Guinéens qui n'en méritent peut-être pas encore à l'URTG, mais au moment du vote, ils votent pour l'URTG parce qu'ils ont confiance à notre leadership si on arrive au pouvoir. Personne ne sera laissé de côté. Personne. C'est vrai, nous sommes un parti libéral. Nous favorisons la concurrence. Nous privilégions le mérite comme critère. Mais il y a des dispositifs qui permettent de faire en sorte que les plus fragiles et les plus faibles puissent être aidés pour se prendre en charge. Et à défaut, lorsqu'on a tout essayé, en ce moment, l'État doit le prendre en charge pour qu'ils vivent. Mais il faut les aider à se prendre en charge pour qu'ils soient fiers de vivre de leur travail ou de leur activité. Mais il faut que la richesse soit créée. La motivation pour la création des richesses, c'est parfois le gain personnel. Vous voulez de l'argent, vous créez une entreprise, vous vous battez,
gagnez des parts de marché, vous maîtrisez vos charges, vous gagnez des bénéfices, vous continuez, vous avez de la commande, vous recrutez, vous payez beaucoup d'impôts. Et l'État utilise ça pour faire des investissements essentiels dans l'éducation, la santé, et puis pour aider les plus faibles, le cas échéant. Alors, l'autre question, j'ai dit qu'on n'est pas dans l'opposition. On est resté constant dans la défense des valeurs auxquelles nous croyons. Alors, l'exemple, c'est le CNRD. Le CNRD est arrivé, nous avons applaudi. Et nous nous sommes investis comme avocats pour dire qu'il faut les accompagner. Nous avons fait le tour du monde, à l'Union européenne, aux Nations Unies, partout. Nous avons dit avant la junte, l'ordre constitutionnel était rompu. Et que le coup d'État était un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Au lieu de sanctionner la Guinée, il était des jeunes. Pourquoi on l'a fait? C'est pas parce que j'ai récupéré mon passeport ou qu'Alima a récupéré le sien. Ça, c'est des droits élémentaires. C'est pas parce que les bureaux de l'FDG ont été libérés, ou le siège, ou nos prisonniers ont été libérés, et la chef a été en prison, ou d'autres. C'est vrai, parce que ça, c'est des droits élémentaires qui étaient confisqués. Leur libération, la libération de nos locaux, la récupération de nos passeports, c'est des droits élémentaires qui étaient confisqués sur toute base. Mais c'est le discours du prince du pouvoir qui est rassurant. Certains même ont pensé, est-ce que c'est pas l'IFDG qui l'a rédigé? Pas non. Parce qu'ils ont dit qu'on va lutter contre l'instrumentalisation de la justice. C'est une expression qu'on utilisait à toutes nos assemblées générales. On va lutter contre le dysfonctionnement des institutions. On va lutter contre le piétinement des droits et libertés des citoyens. On va rendre le pouvoir à celui que le peuple aura choisi. Évidemment, ça mérite d'être applaudi. On a applaudi et soutenu. On a fait tout le tour du monde pour justifier ce coup d'État. Certains nous auraient dit comment vous pouvez applaudir un coup d'État? Est-ce que c'est toi, un démocrate, un libéral qui peut applaudir un coup d'État? Je dis, mais il y avait déjà eu un coup d'État. Alors, compte tenu de ce que la Junte a annoncé, moi, je ne pouvais pas ne pas soutenir un coup d'État libérateur. Pas pour ça, mais le discours annonçait un changement profond, celui auquel je rêvais. De donner au peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants, au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'exécutif. Il y aura 3 élections et c'est le peuple qui choisira. Naturellement, on s'est converti en partenaire pour soutenir. Mais lorsqu'on a vu que le discours et les actes qui étaient posés n'allaient pas dans le même sens, on ne s'est pas privé de rappeler gentiment. Mais après, bon, aujourd'hui, il y a bientôt 15 mois, on a pris le pouvoir. Que la jeune a pris le pouvoir. Il n'y a aucun acte qui concourt au retour à l'ordre constitutionnel. On a fait des assises, des concertations, où on invite tout le monde pour débattre des grandes messes. On a dit non, allons à un dialogue structuré. Sur Alpha Condé, on a fait au moins 4 dialogues auxquels on a participé. Toute l'opposition républicaine était représentée par 4 personnes. La mouvance par 4 personnes. Parce qu'on ne peut pas discuter, parce que vous avez 180 partis, 38 coalitions, dire que chacun. On dit, allons, faisons un dialogue structuré. Compte tenu de la crise de confiance, personne ne peut le nier, qui existe en Guinée. Faisons venir un médiateur international. En l'occurrence, un médiateur de la CEDEAO. Pour qu'il nous aide à aplanir nos divergences. Parce qu'on était à un moment où on commençait à dire que les leaders politiques ont un agenda caché. Et les leaders politiques commençaient à dire que c'est un agenda caché. Ils ne veulent pas quitter. Alors, discutons avec quelqu'un qui est capable de rappeler les bonnes pratiques, de faire l'interprétation objective de la loi, et puis pour nous aider dans le cadre
L'expérience a prouvé que les cartes dialogue qu'on a eu, c'est grâce à la présence souvent du G5 qu'on a parlé pendant les pauses café. Ils ne voulaient même pas être appelés des facilitateurs, mais ils étaient là, parce que tous les acteurs politiques ne les ont pas rappelés. Mais lorsqu'ils viennent maintenant, M. Damon, quand même, ce que vous avez dit là, quand même revoir ça, parce que c'est ça et ça. Finalement, comme entre nous, non seulement il y a la crise de confiance, donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui nous aide. On a dit un médiateur de la CDAO. Et puis le G5. Et nous avons dit qu'on souhaite que le dialogue politique programmé parle du retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement qui a pris le contrôle du pays peut organiser les journées sur l'éducation, la décentralisation, des assises sur la réconciliation. Mais le dialogue politique qu'on demande, c'est comment organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est pour parler donc de quoi? Pour nous, à notre avis, pour parler des élections. Les élections supposent quoi? Pour nous, deux choses. Le cadre juridique et réglementaire des élections, il faut d'abord une constitution, il faut une code électoral, il faut un organe de gestion des élections. Ces actions doivent être réalisées par le CNP. Mais après, un accord, un consensus au niveau du dialogue pour donner les grandes orientations. Et ensuite, la deuxième série de questions, c'est les conditions matérielles, techniques et organisationnelles à réunir pour organiser les élections. Ça, c'est quoi? Il y a le fichier, l'opérateur technique, les isoloirs, les urnes, le découpage électoral, la remontée des données, ainsi de suite. Il y a une série de choses que ceux qui participent à l'élection connaissent bien. Alors, il faut commencer par faire l'inventaire de ce qu'il y a. Parce qu'en 2020, on a fait 3 scrutins. On a acheté beaucoup de matériel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste à acquérir? On a acquis des logiciels pour la détection et l'élimination des mineurs, pour la détection et l'élimination des doublons dans le fichier. Est-ce que ça existe toujours? Qu'est-ce qu'il faut acquérir? Le G5 et là, ils sont prêts à assister. C'est eux qui ont l'habitude de contribuer au financement des élections, de mettre en place une assistance technique à la CIN et de déployer des observateurs électoraux. C'est bon qu'ils soient en dialogue parce qu'ils veulent s'assurer que le processus est crédible pour mobiliser les ressources de leurs contribuables et pour financer les 3 interventions: assistance technique, financement et observation. Mais de l'autre côté, le CNRD, le gouvernement, de l'autre côté, les partis politiques. La société civile qui déploie habituellement des observateurs locaux, on peut être là. Mais des délégations pour chaque entité, pour qu'on soit 10, 15, pour discuter utilement. Non, il faut réunir tout le monde. C'est les assises, c'est les concertations. On a suscité la création de beaucoup de coalitions. Finalement, ça devient un problème. Alors, ceux qui veulent aller aux élections, on les met en minorité, on les ridiculise. Il y a beaucoup de partis. Non, c'est les anciens ceci, c'est les anciens cela. Voilà, on n'est pas là, voilà, ils ne veulent que leurs intérêts, c'est eux qui réfléchissent, c'est eux qui réfléchissent. On a dû mettre en place un dialogue structuré. Il n'était pas prévu des facilitateurs, ils en ont créé. Alors vous poserez la question, les facilitateurs voudraient vous voir, vous n'êtes pas accepté. Pourquoi? On a une expérience de désignation de facilitateurs. En 2011, on a dit qu'il faut organiser le dialogue politique. La mouvance et l'opposition se sont mis d'accord sur 3 personnalités. Ce n'était pas difficile. Nabi Oula, Monseigneur Gomez et l'ambassadeur Eladila Foucault.
le pouvoir et la mouvance, on était d'accord sur les droits personnalités. Ils ont été désignés, appelés. Je dis bon, vous allez présider le dialogue et trouver aplanir les divergences pour que le pays soit en paix. Ça n'a pas beaucoup marché. Mais en 2013 aussi, lorsque Saïd Sirif a été désigné par le secrétaire général des Nations Unies pour venir nous aider, on a dit qu'il faut lui adjoindre 2 facilitateurs locaux. On a essayé de se mettre d'accord sur les personnalités, ça n'a pas été possible. Mais ça, c'est avant le dialogue, c'est des consultations informelles. En 2011, c'était informellement qu'on a pu se mettre d'accord sur les 3 personnalités. Avant l'ouverture du dialogue et qu'un acte soit pris pour les désigner officiellement. Il y avait un consensus. En 2013, on n'a pas pu. Toute personnalité proposée la position, non, il n'aime pas le professeur, on ne peut pas l'accepter. On a dit donc chacun d'entre nous, chacun des 2 groupes désigne un facilitateur. La mouvance a désigné son père, Aboubacar, qui est son âme, et nous, on a désigné le professeur Salif Sida. Les 2 sont venus, rester à côté de Saïd Zinit, le facilitateur désigné par les Nations Unies. On a travaillé. Alors cette fois-ci, les facilitateurs, ils mettent en place le cadre, ils prennent les actes, ils les désignent sans aucune consultation préalable. Alors si on parle de l'unilatéralisme, du CNRD, c'est ça. C'est informel, on doit se parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avant même de poser les actes, ils ont tout décidé à leur niveau. Ils ont choisi les facilitatrices, parce que les droits étaient des femmes cette fois-ci. Ils ont pris des actes. C'est lorsque le décret a été publié qu'on a été au courant. On a dit non. Le rôle des facilitateurs, c'est d'aider à planer les divergences entre les 2 groupes. Or, le dialogue met en face pour nous le gouvernement et le CNRD d'un côté, les partis politiques de l'autre, en présence de la société civile et du G5. C'est le cadre qu'on a dit. J'ai dit si on doit, parce qu'on ne nous a même pas informé qu'on désigne des facilitateurs. Pour nous, c'est le médiateur de la CEDEAO qui doit présider, il va s'entourer d'experts électoraux et des experts dans toutes les matières, et puis ils vont, avec le G5, ils vont essayer de confronter les positions des 2 groupes. On sait que le CNRD, le gouvernement et le CNT, leur mandat correspond à la durée de la transition. Peut-être qu'on peut soupçonner qu'ils veulent rester aussi longtemps que possible, et ils disent non, on est pressé, ce qui nous intéresse, c'est les élections. Or, il faut que la maison soit nettoyée, qu'on lutte contre la corruption, qu'on refonde l'État, qu'on réconcilie les Guinéens, il faut faire tout ça. Bon, pour nous, pour faire ça, le dialogue politique devrait, pour nous, s'intéresser au retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les élections. Alors, vous posez des questions. Voilà pourquoi on a dit non, on ne reconnaît pas les facilitatrices, parce qu'elles ont été désignées sans nous. On doit se concerter. D'abord, dans la pratique, on s'est toujours concerté, même avec le temps d'Alpha Condé, mais dans le contexte comme ça, où il n'y a pas de légitimité. Comprenez? Il n'y a pas d'élu. La Constitution est suspendue, le président supposé élu est déposé, l'Assemblée est dissoute. C'est le consensus qui doit orienter l'action publique. D'autant plus qu'on est disposé à échanger pour savoir comment on fait. Donc, voilà la raison où vous posez la question. On a dit, on ne reconnaît pas ces gens qui devraient, parce que le pouvoir qui est parti les a désignés. Et pour être facilitateurs, et demain, elles vont être appelées à se prononcer sur un conflit qui existe entre les 2 parties au dialogue. Mettons-nous d'accord sur des gens, même si ces gens-là, vous les aviez proposés, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on aurait dit 1 ou 2 personnes, on aurait pu trouver un consensus, ce n'était pas exclu. Mais de tout faire à notre insu, on a dit non. Alors, l'autre question, on a dit que le Premier ministre veut rendre visite
aux coalitions. Et l'aide, ça concerne les coalitions. Pour les facilitateurs, on s'est retrouvé au niveau de la NAT et au niveau du Quator, c'est-à-dire la Corée de l'élargissement national, le RPG, la NAT et le FNDC politique avec le Syria. On a dit vraiment que ce n'est pas la peine de reconnaître le facilitateur. En ce qui concerne le Premier ministre qui exprime le besoin de rendre visite, on ne s'est pas concerté, mais on a pris l'engagement que toute initiative, le Quator, les 4 coalitions, le FNDC et peut-être parfois les forces sociales, on se concerte pour essayer d'avoir autant que possible une position commune. Pour le Premier ministre, on ne s'est pas encore concerté. Donc, on n'est pas d'accord, on n'est pas opposé, on n'a pas pris de position. Même si le vice-président dans notre Assemblée générale en a parlé, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment informé de ce qui peut-être se passe au niveau des coalitions. On n'a pas pris de position pour rejeter ou pour accepter. Donc, il faut que ça soit clair. Je veux rassurer les gens de la Corée, du FNDC politique, du RPG Ancasiel et de l'ANAC. La décision n'est pas prise, on doit la prendre en concertation pour que ça soit la même position prise par le cadre parce qu'on a décidé de travailler ensemble. Chaque fois qu'il y a un problème, de nous concerter pour qu'on prenne la même position. Donc, c'est ça, c'est important de le savoir. Pour le Premier ministre, on n'a pas pris de position encore. Est-ce qu'on le reçoit, est-ce qu'on ne le reçoit pas? Voilà. Alors, les autres questions que vous posez, l'accord politique de la CEDEAO. C'est pas parler de l'actualité. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure, les 2 parties qui doivent dialoguer, c'est le gouvernement et le CNRD d'un côté, les partis politiques de l'autre. Chaque groupe prête peut-être un agenda caché à lui, à tort ou à raison. Ce qu'on constate, depuis 15 mois qu'ils sont là, ils n'ont rien fait qui concourt à l'organisation des élections. Pour aller aux élections, on parle des fichiers, du budget des élections, de son financement, des urnes, des isoloirs, de la papeterie du carte électeur, du fichier électoral, de l'opérateur technique, du code électoral. Jusqu'à présent, toutes ces questions n'ont pas été abordées. Alors, ils ont discuté à la veille de l'application des sanctions de la CEDEAO. Ils sont mis d'accord sur 24 mois. S'il n'y avait pas d'accord, les sanctions tombaient le lendemain, ou le surlendemain. Ils disent, bon, il y a un accord, ce n'est pas un accord, c'est un pré-accord. Parce que finalement, la CEDEAO a précisé que c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui va décider, valider l'accord et décider du début, de la date du début du décompte. Le gouvernement avait déjà dit c'est à partir de janvier 2023. C'est après ça que le communiqué de la CEDEAO est venu rectifier pour dire attention, c'est à la CEDEAO de décider. 2 ans à partir de quand? Ils ont fait déjà, le 31 décembre, ils auront fait 16 mois. Plus 24 mois, ça fait 40 mois. Ils avaient proposé 39 mois. À supposer que ce délai soit respecté, on aura fait 40 mois. Mais qu'est-ce que la CEDEAO dira? Je ne sais pas. Au Mali, ils ont dit 2 ans, mais ils ont retourné à partir d'une date antérieure. Le pouvoir avait dit que c'est à partir du 11 mai que la transition commence, la date à laquelle le CNT avait validé les 36 mois. Certains m'avaient dit que c'est à la date d'installation du CNT. D'autres disent que c'est à la date de l'ultimatum de la CEDEAO. On ne sait rien du tout, on attend. Ce qui est constant, c'est que pendant 15 mois, 16 mois bientôt, on n'aura rien fait pour aller vers les élections. On a parlé de réconciliation, on parle de refondation de l'État, de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui va se passer?
On attend la CEDEAO, lorsqu'elle va statuer là-dessus, elle prendra la décision et indiquera à partir de quelle date court les 24 mois. En fonction de ça, après on va apprécier. Voilà, alors j'ai pratiquement essayé de répondre aux questions d'actualité que vous posez. Je vais peut-être laisser après des questions. Ce que je peux vous dire, d'abord, c'est vous remercier très sincèrement pour les contributions que vous avez apportées à ce combat. La Fédération, les militants et sympathisants de l'UFDG au Canada. En termes de réflexion sur les stratégies, sur le projet de société, en termes de contributions financières, pour prendre en charge les blessés, assister les prisonniers, enterrer dignement les morts qu'on a eu dans la lutte, vous étiez toujours là. Je dois vous exprimer le sentiment profond de gratitude de la direction nationale du parti et notamment du président. Nous avons beaucoup de faire, vous le savez. Et la diaspora constitue une force pour l'UFDG. Vraiment. Toute la diaspora qui est en Amérique du Nord, en Europe, vraiment, vous avez soutenu beaucoup le parti. Ça fait partie de la différence. Parce que j'aime être humble, parce que dans notre éducation, on peut être humilité. Mais l'UFDG, c'est quelque chose, c'est une force redoutable, souvent haïe, mais parti. Parce que ça gêne, certains ne peuvent pas assumer leur ambition existant que l'UFDG a. L'UFDG est devenu une force. Un parti qui veut gagner. Comme le pouvoir, le président sortant au premier tour. Une capacité de mobilisation qui n'existe nulle part en Afrique. En 24 heures, on peut dire 1 million, si on dit sortir, on peut avoir 1,5 million. Si ce n'est pas interdit. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à votre confiance qu'on va y arriver. Grâce à Dieu et grâce à votre engagement. Je n'ai pas de mon intuition me dit qu'on va y arriver. Parce que je ne sais pas tant d'énergie, tant de volonté, tant de sincérité dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Je crois que Allah le Tout-Puissant va nous aider. Mais vous savez, Allah aime aider ceux qui sont debout et qui se battent. Et nous sommes debout et nous continuerons à nous battre et on va y arriver.